Bonsoir à tous et chacun, et c'est l'heure de suivre votre émission bi-hebdomadaire, le rendez-vous pour parler de l'actualité qui a marqué la semaine et pourquoi pas les restes de jours en République démocratique du Congo et partout ailleurs. Alors, pour ces rendez-vous d'information, nous avons le plaisir de recevoir un habitué de votre émission Les Rendez-vous. Il s'agit de M. Dieudonné Kandé, qui est secrétaire général du syndicat VTC, comprenez la voix du travailleur congolais. Monsieur Dieudonné, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est à moi de vous remercier de nous avoir invités. Voilà, et vous allez répondre aussi à toutes les questions. Je l'espère bien. Voilà, pas plus tard que le 1er août, où nous avons célébré c'est une journée dédiée aux parents. Aux parents, mais aussi à ceux qui sont partis dans l'au-delà avant nous. Et vous appréciez comment cette initiative de célébrer, d'honorer les parents, est-ce que réellement les parents sont respectés? Bon, ça relève d'une décision de l'État, je crois, qui date depuis le président Mobutu. Et voilà, donc, d'un côté, il y a les parents qui sont honorés, mais les parents, c'est qui? Les parents, c'est ceux qui transmettent la vie. Eux-mêmes ont été aussi enfants de leurs parents et ainsi de suite. Et donc, je crois que c'est une interpellation pour saluer, je veux dire, l'engagement, pour ne pas parler de la souffrance dans le contexte de la RDC, qu'endurent les parents pour pouvoir élever dignement. Les bienfaits des parents sont illimités que l'étendue de l'océan, comme on le dit. Tout à fait. Et être parent en République démocratique du Congo, ce n'est pas une chose facile. Vous savez, les autorités de la République sont en train de tout mettre en œuvre pour militer en faveur de l'amélioration des conditions de vie. En attendant qu'on atteigne le bon résultat, les parents traversent des moments difficiles. Ici, le lieu de les encourager, à veiller à ce que la jeunesse que nous considérons comme étant l'avenir de demain reste finalement bien éduqué et bien instruit pour garantir la pérennité de cette République. Bien sûr, ils font un travail de titan, mais le pays est buté à des problèmes des enfants de la rue, les enfants ségués, les taux des inciviques est toujours revu, continue à être revu à la hausse. Ça aussi, on doit toujours incriminer les parents. La cellule de base de la nation, c'est la famille. Et la famille est composée des papas, mamans et les enfants. Le gouvernement de la République, lorsqu'on s'en tient à la Constitution, a le devoir de garantir à la famille la sécurité à tout point de vue. Et cette famille est gérée par les parents, papa et maman. Et le papa, c'est le chef de la famille, comme il est enseigné par la tradition et par le droit. C'est dire que si les parents sont bien rémunérés, quel que soit leur travail, contrat à durée déterminée, contrat à durée non déterminée, travail libéral, etc., si le revenu entre les mains des parents est un revenu correct, qui leur permette de garantir l'alimentation, la scolarité, la santé, ainsi de suite, de leurs enfants, on aurait moins de problèmes que nous déplorons aujourd'hui, notamment les enfants de la rue, certains qui fuient parce que c'est la souffrance, et d'autres qui sont victimes d'une mauvaise interprétation de la parole de Dieu, où certains opérateurs sur ces terrains-là déclarent que c'est de la sorcellerie, les parents... Bref, il y a du désordre dans cette affaire, que finalement, il y a ce que vous avez observé, c'est-à-dire il y a plein d'enfants, plein de délinquants, mais vous allez voir que l'État... La santé de la reproduction n'a toujours pas sa place. Oui, le planning familial, il faut enseigner aux jeunes mariés, aux vieux mariés, etc. Parce que les gens pensent que remplir la terre, c'est le devoir seulement de nous, Congolais. Non, non. On n'a pas demandé à une famille seule de remplir la terre. C'est à tous les habitants de la terre. Et surtout qu'avec la décision du chef de l'État, maternité gratuite dans les centres hospitaliers de l'État,
ça vient encore empirer. Donc ça sera... En fait, c'est pour alléger sur le plan financier le coût lié à la maternité, mais je ne pense pas que c'est un chèque en blanc, un visa pour demander aux gens de remplir la terre. Écoutez, quand on remplit la terre avec les humains, ils doivent loger quelque part. Ils ne vivent pas comme les animaux dans la forêt. Ils doivent aller à l'école, etc. Donc, on doit doser, on doit planifier, on doit se dire, est-ce que j'ai les moyens pour pouvoir gérer X enfants que je veux avoir? Pourquoi pas, par exemple, la gratuité de l'eau potable, de l'accès à l'eau potable ou au courant électrique qu'à la maternité? Madame, il y a une déviation dans notre pays en rapport avec cette théorie de la gratuité. Cette théorie de la gratuité a fait que beaucoup d'entreprises, beaucoup d'activités sont vraiment en baisse et le pays est en retard. Lorsqu'on produit de l'eau, c'est tout un processus. Il y a des humains qui produisent, il y a des machines qui tournent, il y a de l'électricité qui est consommée. Tout cela doit être, allez, on va dire, entretenu. Les hommes doivent être payés, ainsi de suite. Et si on devait pratiquer la vérité de prix pour l'eau, pour l'électricité, avec des salaires qui ne sont pas à la hauteur du coût de la vie sur le marché, ça pose problème. C'est autant de choses pour dire que si on dit gratuité d'eau, ok, la population est couverte parce que c'est gratuit, mais il y a un coût que l'État doit rencontrer pour verser dans ces entreprises qui ont travaillé, qui ont produit ces énergies des bases vitales, et que ces entreprises rentrent dans les dépenses qu'ils ont engagées et pour la pérennité de leur activité. Nous avons célébré le parent, voilà. Mais lorsque on déclare la gratuité de la maternité, vous ne trouvez pas que ça serait un peu, je ne sais pas, quand on est parent, on est responsable de la naissance de son enfant et on prend en charge tout, ça vous responsabilise de plus en plus. Mais lorsque tout se passe gratuitement, on croirait que c'est facile, on va se faire des enfants comme ça en désordre, ainsi de suite. Et ça va permettre aussi au corps médical, pour gagner plus, nous optons pour de césarienne, intervention chirurgicale, ils vont dévier ça autrement, vous ne trouvez pas? Oui, je me répète pour dire que le gouvernement de la République, à travers cette décision, je ne pense pas qu'il pousse les gens à bombarder des enfants. Je ne pense pas. Par contre, le gouvernement se réalise que les citoyens n'ont pas un pouvoir d'achat, etc., etc. Et il prend en charge le coût lié à ces prestations de médecins, à l'hôpital, maternité, etc. Mais ceci ne demande pas, n'envoie pas, n'invite pas les parents à remplir la terre de manière désordonnée. Non. Nous vivons en société, les sociétés, il y a des paramètres, il y a des indicateurs, on doit y veiller pour garder l'équilibre. Et les hôpitaux réputés de l'État, les médecins apparemment ne respectent pas le serment d'Hippocrate. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas bien rémunérés, entre autres. Voilà pourquoi nous ne cessons de dire qu'il nous faut une politique salariale nationale qui permettent la redistribution, le partage équitable du revenu national. Ces hôpitaux aussi ne sont pas bien équipés et il n'y a pas assez de médicaments. Ce n'est pas viable pour accueillir pas mal de patients. Madame, si on devait gérer les statistiques, on va constater que en telle année, il y a eu telle population, nombre de populations. En telle autre année, cette population a augmenté et ainsi de suite. Et ceux qui gèrent doivent tenir compte de cet accroissement de la population pour se dire qu'il nous faut des écoles, il nous faut des hôpitaux, il nous faut des moyens de mobilité pour cette population, etc. Ça relève d'une certaine planification. Ça nous invite à éviter la dilapidation des deniers publics, le détournement des deniers publics, pour finalement canaliser les recettes de l'État dans le pipeline de l'État en vue de rencontrer ces préoccupations que nous venons d'énumérer. Voilà. Et donc,
il faut du patriotisme, du civisme à tout point de vue, dans le chef de tous les citoyens congolais, de bas en haut. Et voilà. Voilà, nous avons essayé de parler du 1er août d'une manière et d'une autre. C'est ce jour du 1er août, on voit là, il y a de l'engouement vers le cimetière respectif en vue d'honorer le mémoire des êtres chers que nous avons perdus pas plus tard qu'hier, comme c'était le 1er août. Les cimetières étaient pris d'assaut en guise d'entretenir des tombes et consorts, mais le constat était amer. Pourquoi il y a spoliation dans les cimetières de Kinshasa? Voilà, et donc nous nous sommes engagés par rapport à notre constitution à ériger au centre de l'Afrique un État de droit démocratique, fort, prospère, puissant et tout ce que vous voulez. Un État de droit, c'est un État dans lequel on respecte la loi foncière, la loi sportive, la loi sur la santé, la loi sur le travail. Bref, les lois qui organisent la vie en société. Vous parlez des cimetières, madame, mais il s'agit de quoi? Il s'agit des parcelles où on loge de morts. Évidemment, on n'a pas le 15 x 20, 20 x 20 ou autant d'hectares. On a ces 2 mètres tout au plus sur 2, j'exagère un peu. Mais on doit avoir des tracés, on doit numéroter, on doit construire des maçonneries, on doit loger les gens avec respect, parce que c'est finalement des gens avec qui nous avons partagé de meilleurs moments. Et nous sommes les Bantous. Les Bantous, dans la tradition de nos ancêtres, c'est le respect aux morts. Ces désordres-là où on peut voir dans le cimetière, on crée de puits d'eau, où on peut voir dans le cimetière des logements, c'est un cafouillage qui interpelle aussi bien l'autorité de l'État que les citoyens que nous sommes, parce que chacun à son niveau a sa part des responsabilités. Mais la société doit être organisée. La société doit être organisée par l'État. Construire dans des cimetières pareils, il y a des grands risques que nous courons. Mais c'est déjà un cimetière, c'est pas un endroit pour construire, c'est pour enterrer les morts. Voilà, normalement, c'est 50 ans après l'enterrement de la dernière personne qu'on peut désinfecter plutôt un cimetière. Oui, cette désaffectation repose sur ces principes-là. Et malheureusement, personne n'y veille. Et on est dans les kiboudi. Tout à l'heure, on parlait de la surpopulation parce qu'il faut donner naissance, etc. Et finalement, on n'a pas organisé le système de logement. Ce n'est pas la responsabilité de ceux qui dirigent aujourd'hui. C'est un héritage. C'est autant de défis et de problèmes et de chantiers auxquels nous devons apporter des solutions dans le pays, au lieu d'assister à des injures entre les membres de la classe politique, alors que le pays a de sérieux problèmes auxquels il faut apporter des solutions, allez, on va dire au bénéfice de notre population. Le respect des morts n'existe pas, mais ça nous expose aussi à des maladies. Construire dans les cimetières, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Un cimetière, c'est un endroit pour loger les morts. Point barre. Ce n'est pas un endroit où on loge et les morts et les vivants. D'un côté, il y a le cimetière. De l'autre côté, dans le même cimetière, on construit. C'est quel genre de peuple? Voir les épidémies. Voilà. Un peu ça, nous allons évoluer dans cette émission où nous sommes en train de nous entretenir avec le secrétaire général du syndicat La Voix des travailleurs congolais, VTC. Nous avons essayé un peu de changer sur la date du 1er août qui est répétée, date où nous célébrons le parent, mais c'est une occasion aussi où les Congolais, les Quinois prennent d'assaut les cimetières respectifs en guise d'honorer les êtres les plus chers que nous avons eu à perdre, possédés par l'entretien et ainsi de suite. Mais le constat était amer. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que dans plus d'un cimetière de Kinshasa, il y a de sérieux problèmes d'expoliation. Espérons que les autorités urbaines vont trouver des solutions pour pallier ou remédier à cette réalité. Nous allons évoluer. Parlons de l'actualité politique. Monsieur Dieudonné Kandé, à l'issue de la réunion de crise consécutive aux manifestations contre la MONUSCO et aux incidents tragiques survenus au poste frontalier de Goma, le président Félix Tshisekedi a annoncé la
de Kassidi, qui est le chef de l'État, a présidé ce lundi. C'était dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, une rencontre en guise de marteler sur le nécessaire, toujours dans l'optique de trouver la paix à l'est de la RDC. Ça vous inspire quoi? Madame, on ne peut développer ces pays que dans la paix. Et donc, tout doit être fait pour que la paix règne sur toute l'étendue du territoire, afin que les projections de l'État pour le développement du pays, 145 territoires, Chile, Gelou, 100 jours, etc., tous ces plans de développement deviennent une réalité et que ce peuple vive quand même le bonheur sur terre avant d'aller le vivre au paradis comme on l'enseigne. Et donc, dans le cheminement de notre pays, on s'est retrouvé avec l'est du pays occupé par des forces ennemies, appuyées par des pays voisins, certains, et les multinationales. Au même moment, il y a quelques années, avec le Sun City, etc., la dynamique de la communauté internationale, le Congo lui-même, on a fait venir des forces internationales, MONUC, plus tard MONUSCO, etc., pour participer à cette stabilisation, à cette pacification de l'Est de notre pays. Mais le Congolais constate malheureusement que 20 ans plus tard, l'objectif de la paix, l'objectif de la stabilisation et ainsi de suite n'est pas atteint. Bien au contraire, on assiste plutôt à des activités qui tendent un peu au commerce illicite, etc., par ces forces qui étaient au fait venues pour un autre objectif. Comme si cela ne suffisait pas, on constate que ces forces internationales, ou cette force internationale, commence à canarder des citoyens congolais et même nos éléments de force de défense et de sécurité. Et là, vous faites allusion à cet incident qui a eu à Kassindi, que l'ONU a condamné, que la République a condamné, que nous condamnons, et ça ne doit plus se répéter. Le lieu de féliciter le chef de l'État dans le cadre de la réunion qui a eu lieu, un système a vécu pendant 20 ans, que ce système de sécurité internationale fasse l'évaluation de ses activités pendant 20 ans, si oui ou non les objectifs qui lui ont été assignés ont été atteints, que le Congo fasse aussi également son évaluation, parce que ça relève d'impact, un acte, on va dire un accord international, eh bien, qu'on évalue et qu'on détermine le processus d'évacuation de cette force, mais que tout cela se passe dans une planification qui prenne en compte le fait que notre armée doit être réorganisée. On doit mettre en dehors de notre armée les éléments négatifs qui jouent contre la sécurité du pays. On doit renforcer notre armée par la formation des nouvelles recrues. Ici, le lieu justement d'interpeller la jeunesse de notre pays, de verser dans l'armée en plus grand nombre. Mais, M. Dieudonné, la MONUSCO, par l'entremise de son secrétaire général, a réagi par rapport à cette réalité, mais il ne donne pas l'impression de vouloir quitter le sol congolais. Il n'y a pas une impression à donner. Le Congolais constate avec tristesse que c'est un échec, cette mission-là. Il n'y a pas de honte à le dire. Et le Congolais en a ras-le-bol, du moins la population. Et par des manifestations, envoie un message à ceux qui nous gouvernent, à nos autorités. Et nos autorités ont pris en charge le message leur envoyé par la population et ils essayent de travailler comme ça relève d'un accord international. Ils travaillent avec le partenaire international en question pour qu'on entrevoie la possibilité de leur départ. Et dans le cadre de cette démarche pour leur départ, nous conseillons que le vide créé par la MONUSCO quand il va partir soit comblé par la présence puissante, dissuasive de notre armée pour éviter justement que ces aventuriers qui viennent violer nos frontières et violer nos parents, nos sœurs, etc., soient mis hors d'état de nuire. Et donc, il y a lieu
que du sérieux revienne dans le management de notre armée. Voilà, mais au cours de la réunion des crises, parmi les retombées de cette réunion, la réunion que le chef de l'État a présidée hier lundi dans la soirée, autour du président de deux chambres, comprenez la chambre haute et la chambre basse du Parlement, ainsi que les membres de la commission spéciale du gouvernement délégué dans le Nord Kivu. Le chef de l'État s'est prononcé par les biais de son porte-parole à l'issue de la réunion, qui a essayé de restituer. Le retrait de la MONUSCO va se faire graduellement. Donc on va évaluer la procédure relative au retrait de la MONUSCO en RDC. Donc on fait des évaluations, on arrive à un canevas d'évacuation de ces forces, mais j'insiste, le vide qui sera créé, il faut que notre armée soit suffisamment équipée, suffisamment professionnalisée, qu'il y ait beaucoup de recrues qui entrent dans l'armée pour sécuriser le 2 345 000 Pourquoi pas réagir directement? kilomètres. Pourquoi le gouvernement congolais va réévaluer les plans du retrait de la MONUSCO en RDC? Les dégâts sont importants quand même. Pourquoi pas décider directement comme ça ne se fait nulle part. Occidents le font? Ça ne se fait nulle part. Lorsque on doit faire les choses, on doit le faire pas par émotion. On doit le faire dans le calme et dans le respect de certaines procédures. Madame, nous faisons partie de l'ONU. L'ONU n'est pas notre ennemi. Mais nous condamnons la mission qui est venue au Congo de ne pas avoir réalisé les objectifs qui lui ont été confiés. Ce n'est pas une première accusation contre la MONUSCO. C'est depuis quand même belle lurette que nous dénonçons. On fait quoi alors? Les choses se sont superposées. Malheureusement, d'abus en abus, le ras-le-bol est là. On dit, il faut partir. Nous disons oui, mais ça doit se préparer, ça doit se planifier. Mais au même moment, notre armée doit monter en puissance, madame. On peut dire par coup de baguette magique comme Moïse, allez, partez. La mer se fend, l'ONU part, c'est pas la solution. Les casques bleus de la MONUSCO sont là. Ils ont pour mission, entre autres, de protéger la population civile. Malgré leur présence, il y a toujours des tueries au quotidien. À quoi bon de continuer à les garder? À quoi bon de tergiverser au lieu de décider une fois pour toutes? Parce que madame, la décision est là et il y a un processus. Un enfant pour naître, il prend 9 mois. Sinon, alors, le même soir qu'il était entré, et le matin, il est né. Mais la population, si cette population est montée au créneau pour manifester... La population, ça s'encadre. Le message est passé. Les autorités ont pris en charge pour encadrer le message de la population et on suit les procédures. Ils ont manifesté leur ras-le-bol parce que le gouvernement tardait à réagir. Le gouvernement ne tardait pas à réagir parce que le gouvernement était déjà dans le processus. Mais les actes qui ont été commis par les Onusiens ont ajouté... voilà. Ça remonte depuis des décennies. Ils commettent de bavures en RDC, violer des femmes à l'aise. Je crois qu'on est suffisamment avancé. Les gens doivent partir. Le processus est en cours. Ils doivent partir de manière responsable. Et nous devons aussi faire en sorte que notre armée soit une armée dissuasive. Parce que la population de plus d'une ville de l'Est de la RDC ne jure que sur leur départ. Vous avez répété ça plusieurs fois. Je répète aussi plusieurs fois que le message est passé. Les autorités n'agissent pas parce que la population a dit jetons tout le monde dans le fleuve, on les jette dans le fleuve. Ça ne se passe pas comme ça. Jetons tout le monde dans le fleuve. Ok, on a compris le message. Voilà plutôt comment ça va se passer. Après les incidents graves survenus à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Bilan. La commission spéciale conduite par le vice-premier ministre de l'Intérieur a donné un bilan humain de 36 morts à Goma, 13 morts à Butembo, dont 4 casques bleus, 4 morts à Uvira, 3 morts à Kanyabayonga et 3 morts à Kassindi. Voilà, un peu ça.
Ça ne fait pas plaisir, raison pour laquelle la population hausse les tons. C'est bien beau de maquiller ça, d'embellir ça, je sais pas, de bérer un peu la population, les yeux, ainsi de suite. Mais c'est nous qui perdons, en fin de compte. Nos minéraux partent, nous perdons nos minéraux, l'exploitation illicite de nos minéraux, les casques bleus sont cités. On a retrouvé même entre la frontière Ouganda et RDC des personnes non notamment identifiées en tenue de la MONUSCO. Il y a beaucoup de bavures, mais nous continuons à maquiller, à agir un peu légèrement, à pas de tortues, ainsi de suite. Madame, les questions de sécurité doivent se gérer de manière responsable, je le reprends 1000 fois. Il s'agit de la sécurité de notre population, il s'agit de la sécurité de nos hommes en armes, il s'agit de la sécurité de toute l'étendue du territoire national. Et donc, tout en condamnant et en regrettant les vaillants combattants militaires de l'armée qui sont tombés de la police après ces tueries barbares de ces amis de la MONUSCO, et les personnes civiles, nous disons, on gère cette situation, mais on doit la gérer en toute responsabilité. Je répète que nous avons des accords qui se font, qui se défont, mais il y a des processus et des accords qui ne profitent pas aux Congolais. Mais nous l'avons dit, nous le répétons. Je ne sais pas si vous avez un accord qui profite aux Congolais avec vous sur la table. Je ne pense pas. Mais ça ne se passe pas comme ça. Et donc, on doit respecter les procédures. Même l'Union africaine, la SADC et les autres, concernant la situation à l'est de la RDC, il y a une froideur. Je ne sais pas si c'est dire quoi. Oui, cela doit nous interroger. Ils sont très sceptiques, l'Union africaine et la SADC. Silence, indifférence, sceptique, c'est vous qui le dites. C'est tout ça. Mais ça doit interpeller les Congolais que nous sommes. Madame, le pays a été plongé dans un désordre très dangereux qui l'exposait à la disparition. Et donc, tout ce que nous faisons comme constat nous appelle à redevenir sérieux dans la gestion de ce pays, dans tous les secteurs de la vie nationale. C'est la conséquence de l'irresponsabilité des uns et des autres, de la classe politique, de la société civile, de la population. Nous sommes tous responsables d'une certaine manière de tout ce que nous déplorons aujourd'hui. Et donc, si nous voulons voir les choses changer, nous devons changer de méthode. Parce que si nous répétons les mêmes méthodes, nous arriverons aux mêmes conséquences. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. On doit tout changer. En commençant par l'homme, la mentalité. Changer aussi notre comportement diplomatique à l'égard de pays voisins, surtout le Rwanda. C'est comme si ces pays sont dorlotés. Mobutu a travaillé avec le Rwandais, mais il y avait la rigueur, il n'y avait pas de débordement. Mais depuis le départ de Mobutu, c'est comme si les Rwandais se sont révoltés et ils ont compris le stratégie. Ils savent que les Congolais sont des peuples naïfs. Et ils possèdent autrement, ils profitent de nos sols et sous-sols sans pour autant qu'on puisse s'en rendre compte. Et nous, par contre, nous agissons, mais en retard, et on ne sait pas utiliser des stratégies adéquates pour nous rattraper. Le plus tôt serait le mieux. Madame, en introduisant en disant que la Constitution de la République voudrait que ce pays soit un pays démocratique, État de droit, prospère, puissant et tout ce qu'on veut. Cette diplomatie à laquelle vous faites référence et ces respects que nous souhaitons voir envers la République passe par... Diplomatie agissante. Je disais que ce respect qu'on doit donner à la République démocratique du Congo passe par le sérieux dans la gestion de la République, passe par les forces de sécurité et défense redoutables. C'est-à-dire que quand notre diplomatie se déploie, là où elle atterrit cette diplomatie, les partenaires savent que ces gens que nous voyons, c'est des lions, c'est des léopards. On ne doit pas s'amuser avec eux. Et vous allez voir, les choses vont se régler. Nous devons changer aussi notre façon de négocier
La négociation implique un rapport de force. J'ai fait allusion ici justement à la puissance que nous devons donner à nos forces de sécurité et de défense pour que partout où nous serons sur la table de négociation... Et on négocie avec le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, voire même le Rwanda, parce que c'est comme si ce sont ils donnent l'impression d'être des amis et en même temps ennemis de la RDC. Si nous sommes forts par rapport à nos forces de sécurité et de défense, on peut contourner ces gens-là pour aller négocier directement avec ceux qui les sous-traitent. Vous avez bien dit si et à quand les concrets. Voilà pourquoi nous disons qu'on doit prendre la presse que vous êtes. On doit passer le temps à l'éducation, au patriotisme, au civisme. C'est l'affaire de tout le monde. Ce n'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi, seul comme chef de l'État. Ce n'est pas l'affaire de Sama Lukonde avec son gouvernement. Ils ont certainement un grand rôle à jouer, mais il faut un accompagnement. Madame, vous vous imaginez ce qu'on nous prêche dans les églises et nous ne changeons pas, nous continuons à être des voleurs partout où nous travaillons. Voilà. La commission... Donc même alors, les églises, la société civile, qui travaille également sur la population, doit tout faire pour que cette population change de comportement. Voilà. Monsieur Dieudonné Kandé, la commission gouvernementale a aussi eu des entretiens avec plusieurs acteurs de la société civile à Goma et Butembo. Au cours de ces entretiens, la population a formulé une demande claire, celle de voir partir de la RDC la MONUSCO. Échanger avec la société civile et autres structures à Goma, ça a quel impact? La vie de la nation, c'est dans un triangle, où sur la base de ce triangle, il y a la population. Et dans chaque point du triangle, il y a le pouvoir, les structures de l'État. Il y a les forces économiques et il y a tout ce qu'il y a comme société civile, églises, syndicats, corporations diverses, etc. Et donc quand il y a un problème qui se pose dans la nation, c'est tout à fait logique et naturel que ceux qui ont la charge de la gouvernance de la nation puissent approcher leurs partenaires, que sont cette puissance financière et les membres de la société civile. Et donc, si le gouvernement de la République approche ces partenaires-là, quoi de plus normal? C'est pour recueillir de ces partenaires leurs avis et considérations en vue de permettre à ceux qui ont la gestion politique et administrative de la nation de prendre les décisions qui tiennent compte également de desiderata leur présentés par leurs partenaires. Selon les notables de quelques villes de l'Est de la RDC, le retrait du M23 de toutes les localités actuelles occupées conformément au communiqué de Nairobi à la feuille de route de Luanda et la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies du 1er juin 2023 est une condition nécessaire à la baisse de la tension. Évidemment, qui peut se réjouir? Quel est ce Congolais, un vrai Congolais, qui doit dormir calmement alors qu'une partie du territoire est occupée par des forces barbares? Donc, ses amis, entre guillemets amis, ces barbares-là doivent quitter le territoire national. Mais ici, toujours, ces fameux rappels, on ose faire ces choses, c'est parce que, bon, on dit, bon, le lion est blessé, etc. Nous devons devenir une puissance militaire respectée par tous les voisins et pourquoi pas par tous les pays d'Afrique et d'ailleurs. Et là, il faut du temps? Il faut du temps et des moyens. Voilà pourquoi la bonne gouvernance doit être démise dans tous les secteurs de la vie nationale, le respect des normes dans tous les secteurs de la vie nationale pour qu'on devienne une nation concurrente aux nations qui sont passées par des expériences comme nous et qui sont devenues également des grandes puissances. Souvenez-vous, madame, que l'Europe est sortie, je crois, de 2 guerres, 14-18 et 40-45. Dans le timing entre les 2 guerres, ça produit une certaine conscience, viendra l'industrialisation, ainsi de suite, et ils sont devenus puissants. L'Amérique a connu ce qu'il a connu, la Chine a connu beaucoup de problèmes chez elle là-bas, ils ont pris conscience, ils se sont organisés. Aujourd'hui, ceux qui rigolaient de la Chine
sont en train d'aller là-bas, une grande puissance économique, militaire sur la planète. Le Congo, Voilà, le Congo, vous permettez madame, le Congo a vocation, le Congo, notre pays, le pays de nos ancêtres, a vocation à devenir une puissance. Et nous qui sommes là maintenant, chacun dans ses responsabilités, nous devons nous engager, surtout le gouvernement de la République, la présidence, le service de sécurité et tout, nous engager à faire de ce pays effectivement une puissance économique, militaire et j'en passe. Voilà, ce sont des réalités particulières aux pays africains en plein 21e siècle, parce que vous avez cité les réalités des pays de l'Occident et de l'Orient. Non, ne t'en fais pas, il y a des pays africains, il y a des pays africains qui avancent. Ils ont connu ces réalités des siècles passés, pas maintenant. Alors, qui sait? Non, les pays Mais c'est ce passé qui a forgé leur comportement pour qu'ils deviennent puissants. Nous avons un passé de 20 ans d'occupation de notre territoire national par des bandits, des barbares. Vous entendre parler, c'est comme s'il y a beaucoup à faire pour, au niveau de notre armée. Il faut réformer. Au niveau du pays tout entier, dans tous les secteurs de la vie nationale, madame, le portefeuille de l'État, les entreprises publiques, il y a plein de choses à faire là-dedans. La santé, avec les hôpitaux et tout le reste, il y a plein de choses à faire là-dedans. Les sports, il y a plein de choses à faire là-dedans. Nous, à Kinshasa, nous vivons paisiblement, mais nos confrères... Nous sommes une nation, nous sommes un corps. Nous sommes un corps. Oui. Ce qui est nécessaire à faire maintenant, c'est récupérer Bunagana, raison pour laquelle je parle de l'armée. Oui, nous avons parlé longuement de l'armée ici. Nous disons qu'elle doit monter en puissance, elle doit être équipée, elle doit être professionnelle, etc. etc. Et il n'y a pas que Bunagana, c'est vrai, c'est une priorité, on en a parlé. Il y a la paix sur toute l'étendue du territoire national. Et la paix est troublée par les armes, mais la paix est troublée aussi par la faim. Quand on parle de phénomène de banditisme, etc., c'est la dislocation de la paix. C'est autant de considérations qu'il faut mettre dans l'analyse. Si nous savons quand même profiter de nos minéraux, ça va remonter la pente de l'économie et on va résoudre le problème lié à la faim. Madame, la Suisse, je ne te contredis pas. La Suisse n'a pas de minéraux, mais c'est un pays organisé. C'est fait de l'argent. Donc, tout en reconnaissant que Dieu nous a accordé beaucoup de minéraux, une terre fertile, la forêt qui aujourd'hui représente également de l'argent et tout le reste, sans des hommes compétents, conscients, patriotes. La preuve, 60 ans plus tard, ces richesses sont toujours là. Mais qu'est-ce qu'on a fait et ça profite à qui? Et donc, les pays butins à un certain problème de transformation de ces minéraux, c'est là où réside notre... Qui transforme le minerai? L'homme. Voilà. Qui a détruit le Congo? L'homme. Donc le problème, ce n'est pas le minerai. L'homme noir d'abord. L'homme congolais d'abord. Explicité. Il y a combien de blancs aujourd'hui dans les responsabilités du pays depuis 1960 à aujourd'hui? Mais ils sont dans tout le coin et recoin du pays. Si tu crois que les problèmes que nous avons, c'est le blanc, que je n'exclus pas, mais le blanc qui ouvre la porte, c'est notre naïveté. On revient à l'homme congolais, prenons conscience, évitons de pointer d'abord le blanc, commençons par mettre de l'ordre nous-mêmes, prendre conscience que l'école technique de la Gombe, l'école technique d'Enjili, l'université Lovanium, l'Institut pédagogique national devenu aujourd'hui UPEN, l'IFASIC qui vous a formé il y a autant d'années sous Mobutu, et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ainsi de suite. Prenons conscience que ce nous, d'abord, les points sexuellement transmissibles, le commerce de syllabus, les grades dans les entreprises qui sont monnayés, le clientélisme politique, etc., c'est pas le blanc, c'est d'abord nous. À nous à prendre conscience que nous sommes responsables de tout ce qui a détruit notre pays. Changeons de méthode, et nous devons changer de méthode en changeant l'homme. La mentalité de l'homme congolais doit changer, disait Étienne Tshisekedi. Monseigneur le Président, rien de positif dans ce pays
s'il n'y a pas changement de mentalité. Donc, observez depuis que le patriarche est parti, il le dit à la conférence nationale souveraine, regardez le temps qui s'est écoulé. Aujourd'hui, c'est le même discours qui continue, changement de mentalité. Le président Joseph Kabila était là, changement de mentalité. Le président Félix est là, changement de mentalité. Il y a un problème d'homme. Il a du pain sur la planche, Félix Tshisekedi et son gouvernement des warriors. Ils ne sont pas des magiciens, seuls ils ne peuvent rien. Il faut l'appui de la population, mais cette population doit être encadrée, éduquée et le comportement doit changer dans les forces de sécurité et de défense et dans tous les départements ministériels. Nous sommes un tas de destructeurs. La population va parler le même langage comment avec le gouvernement au moment où cette population crève de faim? Madame, il y a un problème de faim, c'est vrai. Nous l'identifions, nous en déterminons les causes et ensemble on arrête des stratégies pour en sortir. Voilà. Dès qu'on est toujours dans la posture, on va faire comment? Une chose est de constater qu'il y a un problème, de l'analyser et de réunir le moyen pour y apporter des solutions. On ne doit pas rester dans les jérémiades et en train de se condamner éternellement. Voilà. Et attendre qu'on aille vivre bien quand on sera au paradis. Faux. On doit commencer à vivre bien ici. Voilà, la Commission électorale nationale indépendante CENI donne l'impression d'être à pied d'œuvre en vue d'organiser les élections dans le respect du délai constitutionnel. Le travail abattu par la CENI vous convainc? Voir sa feuille de route, vous croyez à la tenue des élections en 2023? C'est le souhait. Nous apprenons qu'il y a des moyens qu'on met à la disposition de la CENI. Nous apprenons que bientôt il y aura identification et recensement. Et voilà, donc c'est des préalables qu'il faut rencontrer pour finalement arriver à ces élections. Mais je crois que ici, quand j'avais parlé de la presse, c'est pas pour condamner, c'est juste pour interpeller. Et je dis également que j'interpelle à nouveau notre presse pour dire il y a un grand travail d'éducation civique. Madame, nous votons parce qu'on nous a donné de l'argent. Nous votons parce qu'on nous a donné un tricot. Le problème que nous abordons ici, c'est le problème de la nation. Vous votez en âme et conscience, voilà. Tout à fait. On ne va pas voter parce que bon, celui-là est un ami, ainsi de suite. Non, on doit voter parce que celui-là que nous votons, il ira faire du travail qui va aider ce pays à aller de l'avant. Il faut sensibiliser aussi cette population à remplir ses devoirs civiques. Voilà pourquoi les églises, la presse, les syndicats, bref, la société civile, le gouvernement lui-même, il a un ministère de la jeunesse. Pour opérer des choix judicieux. Absolument. On doit procéder à l'éducation civique. Monsieur Dieudonné Kandé, secrétaire général des syndicats VTC, la Voix du travail congolais, nous sommes à la fin de cette émission. On ne va quand même pas clôturer sans parler de la situation à l'ONATRA. Il y a eu un incendie la semaine passée et les dégâts étaient importants. Vous avez assisté particulièrement à cette réalité. C'est comment? Il y a ceux qui pensent que c'était un coup bien monté pour faire disparaître certains dossiers, ainsi de suite. Vous nous dites quoi? Parce que vous êtes en face de nous. Dans une minute, parce que nous sommes à la fin. Malheureusement, vous dites dans une minute, mais c'est un dossier important. Madame, on n'a pas invité l'incendie. Elle est arrivée, on constate qu'elle est arrivée. Nous déplorons quoi? Nous déplorons que notre direction de la police des sapeurs-pompiers aurait eu de l'équipement et donc des véhicules anti-incendie. Elle serait la première à intervenir à l'entame du feu et on allait maîtriser. Malheureusement, cette direction passe il y a quelques années ici des moments très difficiles et il n'y a pas d'équipement. L'équipement de la ville qui a été sollicité est arrivé, mais avec un peu de difficulté. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de carburant. Aussi, le Belge qui a construit ce bâtiment avait prévu de bouches d'incendie. On avait dans ces bâtiments des tuyaux pour des interventions dans les circonstances de ce genre de sinistres. Toutes ces choses n'existent presque plus, à telle enseigne que les amis qui sont venus pour intervenir, bravo à eux pour le travail qu'ils ont fait, parce que s'ils n'avaient pas fait ce travail, et donc le feu allait davantage détruire. Mais regardez, la ville de Kinshasa, on est en train de construire des bâtiments. Est-ce que le pouvoir public veille à ce que ces bâtiments qu'on est en train de construire prennent en compte les aspects anti-incendie? C'est une page qui est ouverte. Et la police anti-incendie, branche police nationale,
ils ont quel équipement, et ainsi de suite. Vous voyez, il y a des problèmes. Au-delà de ça, la base des données financières, la base des données économico-financières pour le ministère de l'économie et financière pour l'ONATRA, presque volée, enfin, c'est transformée en cendres par le feu. Voilà, c'est pour dire qu'on condamne ce qui est arrivé. Maintenant, qui a fait? Il appartient aux spécialistes qui ont été désignés de mener des enquêtes, des auditions, et avec toutes les méthodes qu'ils peuvent utiliser pour orienter vers, voilà. On va dire, la conclusion de l'enquête qui déterminera beaucoup. Qui a été responsable de ça. Merci, c'est toujours un plaisir énorme d'échanger avec vous, Monsieur Dieudonné Kandé, secrétaire général du syndicat La Voix du Travail Congolais VTC. Nous sommes à la fin de l'émission, le rendez-vous de ce soir. Si vous avez aimé, remerciez toujours la chaîne de référence Antena. Vous avez beaucoup à dire, j'ai dû vous interrompre, mais ce n'est pas la fin du monde. Nous aurons encore une occasion de vous inviter, voilà, pour chercher à en savoir plus sur l'actualité. C'est la fin de cette émission et merci amplement vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis avec beaucoup d'attention et d'intérêt. La rediffusion, c'est demain à 11h, heure de Kinshasa. Une très belle soirée à tous et à chacun.